Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma première vidéo sur je teste le substrat des Australiens. Avant de commencer la vidéo, bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas, moi c'est Laetitia et si vous me connaissez déjà, vous savez déjà ce que je vais dire. Du coup, on se retrouve 4 mois plus tard pour que je vous fasse une update sur ce substrat-là. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo-là parce que ça fait un petit moment que je voulais la faire justement sur une update, mais j'attendais le bon moment pour le faire. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez pas vu, on va dire l'épisode 1, je vous renvoie à ma première vidéo qui s'intitule je teste les substrats des Australiens pour que vous sachiez quel type de substrat j'ai utilisé. Et je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos pour que vous y allez voir. Donc d'abord allez voir cette vidéo et après revenez ici. Du coup, parenthèse faite, je vais maintenant vous pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais testé 2 substrats. Le premier, c'était le substrat de Sydney Plant Guy sur un Philodendron Glorious et le deuxième, c'était le substrat de Craig Miller sur un Philodendron Cream Splash. C'était un test que je voulais faire depuis très longtemps parce que à chaque fois que j'allais sur Instagram, vous le savez déjà, je voyais leurs plantes énormes avec des magnifiques feuilles. Et je me suis dit, tiens, comment ça se fait? Pourquoi ils arrivent à avoir des plantes aussi magnifiques? Quel est donc leur secret? Donc, j'avais décidé de tester leur substrat. En plus de ça, j'avais fait de très longs tuteurs à réserve d'eau pour que mes tuteurs soient toujours humides au niveau de la sphène et des chips de coco. Et donc, du coup, pour que la plante puisse mieux se développer. On va commencer par parler de mon retour d'expérience sur les tuteurs à réserve d'eau. Et je peux vous dire que c'est un non catégorique. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà comment j'ai fait pour faire ces tuteurs à réserve d'eau. Donc j'ai pris un long tube en PVC. Ensuite, il faut boucher un côté avec un bouchon. Vous mettez un long fil en coton, de préférence à l'intérieur du tube en PVC. Après, une fois qu'il est sorti de l'autre côté du tube, vous enroulez le tube avec ce coton-là et en fait, à chaque fois, vous allez le remplir normalement et par capillarité, si je dis pas de bêtises, vous allez avoir le tuteur qui sera toujours humide avec le coton qui sera toujours humide. Sauf qu'au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été, le tuteur restait tout le temps sec. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est à cause du coton? Est-ce que j'ai pas mis assez de fil autour du tube en PVC? Mais en tout cas, le résultat attendu n'était pas là. J'ai trouvé ça assez dommage parce que je me suis dit, ça peut être très pratique. Mais avec le recul, je me dis que j'aurais dû utiliser une autre matière de type hygrolon par exemple. Donc du coup, je trouve ça un peu dommage parce que l'idée était bonne. Mais de mon côté, ça n'a pas marché. Après, du coup, si vous voulez quand même humidifier vos tuteurs, prenez des méthodes classiques de pulvériser soit à la main, soit de profiter d'humidifier le tuteur quand vous arrosez vos plantes. Je m'explique. Quand vous arrosez vos plantes, que ce soit sur le balcon, en extérieur ou alors dans la salle de bain, vous arrosez à fond le pot et ensuite de ça, vous arrosez à fond le tuteur. Ça permettra à celui-ci de rester humide le plus longtemps possible. Ça, c'était mon retour sur les tuteurs à réserve d'eau. Je compte faire un 3e épisode sur cette série de substrats de test des Australiens car j'ai reçu il n'y a pas très longtemps ce livre-là. J'en avais déjà parlé justement dans l'épisode précédent où j'avais réussi à récupérer via Apple Store ou Apple Book, je sais plus, je crois que c'est ça. J'avais réussi à retrouver sur Apple Book le livre en PDF de Craig Miller sur Green Thumb, le doigt vert, où il donnait énormément d'explications sur ces substrats, sur le fait de comment entretenir les plantes selon la variété. Il donnait aussi des directives concernant la lumière, comment arroser ces plantes et les fertiliser. Et comme vous voyez, c'est vraiment un bouquin complet. Moi, je préfère les livres. Voilà. J'aime bien les PDF, mais j'aime bien surtout le côté livre et pouvoir avoir toujours le livre à disposition si j'ai envie d'avoir des renseignements. Donc, je l'ai et je pense que du coup, le 3e épisode, ça va être une review de ce livre-là. C'était la petite parenthèse. Je vais faire mon premier retour sur le substrat de Craig Miller. Pour souvenir, j'avais utilisé donc ce substrat-là sur un Philodendron Cream Splash. Et comme j'avais cassé la feuille, je me suis dit, bon, je vais utiliser un autre philodendron. Et j'avais une bouture de philodendron Brésil qui était là. Donc, je l'ai mis aussi dans ce substrat-là. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, top. Franchement, je suis satisfaite. Ce n'est
pas non plus, comment dire, mes feuilles ne sont pas devenues énormes en l'espace de 4 mois. Mais déjà, moi, la première problématique que j'avais avec ce substrat-là, c'est que c'était un substrat d'orchidée, avec énormément d'écorce de pin. Et moi, j'avais peur, justement, je me dis, comment je vais faire? Il n'y a pas vraiment de terreau. La seule chose que j'ai mis, moi j'ai rajouté, c'est du lombricompost. Donc, dans ce substrat-là, il y avait des écorces de pin, enfin un substrat orchidée, du charbon horticole, de la perlite, et moi j'ai rajouté du lombricompost. Et pourtant, la plante a bien évolué à l'intérieur. Les feuilles sont quand même devenues de plus en plus grosses à force de monter sur le tuteur. Donc ça, c'est quand même, je ne peux pas le nier. Mais il faut aussi savoir qu'en termes d'entretien, comment je me suis prise. Mes plantes sont dans ma deuxième chambre, exposée sud, derrière la fenêtre. Je les arrosais quand il fallait les arroser, c'est-à-dire que moi, généralement, je laisse mes substrats sécher entre 2 arrosages. Cet été, je n'aurais pas dû, mais j'ai pas eu plus de complications que ça, donc ça c'est bien. J'arrosais vraiment à fond à chaque fois, et j'en profitais aussi pour réhumidifier le tuteur au passage. J'ai pas apporté d'engrais plus que ça. Vraiment, maintenant avec le recul, je me dis, je l'ai peut-être fait une à deux fois sur ces 4 derniers mois. Beaucoup moins que mes plantes qui sont dans mon salon ou dans ma salle à manger. Et à partir de là, ma plante a quand même bien grandi, elle a quand même bien évolué, et ça, je suis plutôt contente. La seule problématique, et ça c'est de ma faute, c'est que je n'ai pas assez réhumidifié le tuteur. Ce qui fait que ma plante, certes, elle a évolué, mais je pense qu'elle aurait évolué davantage si vraiment j'avais humidifié le tuteur tout le temps. D'ailleurs, on va parler de ça après, concernant le Glorious. Donc à part ça, franchement, j'ai rien à redire. C'est un substrat classique. Comparé au substrat que moi j'utilise, c'est-à-dire le All Mix BioBiz avec du lombricompost, du charbon, des écorces de pin, de la perlite, je vois pas non plus une grosse différence. Donc vous pouvez très bien utiliser ce substrat-là, comme vous pouvez aussi très bien utiliser un substrat classique. Maintenant, je vais faire un retour sur le substrat de Seed Plant Guy. Vous voyez mon sourire? Je suis hyper contente. Vraiment, ce substrat, je le trouve top. Mais vraiment top. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Pour rappel, il y avait du charbon horticole, des écorces de pin, des écorces de coco, du sable, de la vermiculite, de la perlite, de la fibre de coco. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Non, il me manque un élément. Mais ce substrat-là, j'avais peur du fait qu'il soit hyper drainant avec tous les... Ah oui, il manquait de la pumice, voilà. J'avais peur que ce substrat qui est hyper drainant, et les plantes ne puissent pas vraiment se développer parce qu'il n'y avait que la fibre de coco qui est là. Alors, concernant quand même ce substrat, moi, en termes d'entretien, j'ai mis un peu plus d'engrais parce que la fibre de coco, on ne peut pas non plus dire que c'est quelque chose de très nourrissant. Mais j'ai vu un développement des racines au top. Je vais vous les montrer. Donc là, vous avez mon philodendron Glorious que j'ai mis sur tuteur. Et je vais essayer de vous faire un close-up pour que vous voyez. C'est pas qu'on voit beaucoup, mais les racines se sont développées à une vitesse. Moi-même, j'étais choquée, vraiment. Alors certes, je n'ai pas encore des feuilles aussi énormes que les siennes, mais la plante s'est vraiment bien développée. Et là, tiens, je viens juste voir ici, elle est en train de me faire un départ sur le côté. Bon, c'est cool. Par contre, il y a aussi une chose que je remarque, c'est que le tronc devient de plus en plus gros à force de grimper sur le tuteur. Donc ça, tutorez vos plantes, vous allez avoir de magnifiques plantes. Concernant les mets, c'est plutôt de ma faute. Voilà, c'est quelque chose de préjudiciable, mais c'est moi qui ai mal fait les choses. Que je m'explique. J'ai surexposé cette plante. Cette plante aussi était dans ma chambre, derrière la fenêtre exposée sud. Et avec les chaleurs qu'on a eues ces derniers mois, c'est au mois de juillet et puis au mois d'août, la plante était surexposée. Donc je me suis retrouvée avec des feuilles assez pâles et une plante des fois qui était un peu recroquevillée sur le côté. Depuis que je l'ai un peu changé de place, que je l'ai reculée de la fenêtre, ça va déjà beaucoup mieux. Je vois qu'elle me retrouve un peu des couleurs un peu plus vives, un peu plus vertes foncées, alors qu'avant les feuilles étaient pâle. Et ça, c'est bien dommage. Deuxième erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais dû toujours laisser mon tuteur humide, chose que je n'ai pas faite. Ce qui fait que les racines aériennes ne se sont pas développées comme je le voulais. Est-ce que si les racines aériennes étaient plus développées, les feuilles seraient plus grosses?
Ça, je ne peux pas dire. Cependant, malgré ça, la plante a pu quand même se développer et je suis très contente. Je me dis qu'à force, avec le temps, parce que c'est aussi ça, avoir des plantes, c'est avoir de la patience, c'est qu'elle va finir par me faire des grosses feuilles. Peut-être d'ici 1 an, voire 2 ans, parce que ça prend du temps. Hein. Ne vous dites pas qu'avoir des plantes avec des grosses feuilles, ça arrive tout de suite. Hein. Moi, mais la plupart de mes grosses plantes, ça fait 2-3 ans, ça fait 2 ans que je les ai, 2 ans, 3 ans que je les ai pour la plupart. Et elles m'ont fait vraiment des feuilles énormes cette année. Voilà, elles ont commencé l'année dernière, mais c'est vraiment cette année où là je vois que pouf, les feuilles sont devenues énormes. Le véritable avantage de ce substrat-là, j'en parlais la dernière fois avec Martha, si tu passes par là, c'est que vous avez moins de risques de faire pourrir vos racines parce que c'est un substrat hyper aéré. En plus de ça, c'est un substrat qui peut être décliné à d'autres plantes. Moi j'ai testé sur une alocasia. Ça a très bien marché. J'ai testé sur un syngonium aussi, pas de perte. J'ai testé aussi sur une monstera, parce que je voulais tester sur la monstera. Pareil, ça s'est très bien passé. Et quelle autre plante j'ai testé? J'ai aussi testé sur un anthurium. Et pour l'instant, pareil, aucun problème. Par contre, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est évidemment d'apporter de l'engrais à ces plantes. Ou alors, moi, c'est ce que j'ai fait dans les derniers rempotages, c'est que j'ai rajouté du lombricompost. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre de l'osmocote dans le mélange de substrat pour qu'il y ait un engrais à diffusion lente. En plus, dans son substrat, il y a pas mal d'éléments qui sont assez intéressants. Comme le charbon horticole, qui permet justement de lutter contre les mauvaises bactéries et en plus de ça, de prévenir du fongique. L'autre élément aussi qui est assez intéressant, c'est la vermiculite qui agit comme une éponge. C'est un très bon rétenteur d'eau comparé à la perlite. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo en barre d'infos de Priscilla qui a fait une vidéo sur la vermiculite qui vous donne vraiment toutes les propriétés de cet élément-là. Autre élément assez intéressant, c'est la fibre de coco. La fibre de coco est aussi un très bon rétenteur d'eau, mais aussi un très bon rétenteur d'éléments et tout ce qui est de nutrition. Et l'autre avantage, c'est que ça ne se compacte pas. Une fois que si vous avez trop arrosé, ça va retenir l'eau, mais après ça va vite s'évaporer. Et évidemment, pour la fibre de coco, j'ai utilisé la marque BioBiz. Franchement, à force de parler de cette marque, il est temps que j'aille trouver mon petit partenariat à la Nance. En tout cas, j'ai utilisé la fibre de coco de la marque BioBiz et encore une fois, très satisfaite du résultat. Tous ces éléments-là font que, certes, vous allez plus arroser en été, mais vous aurez moins de chances de pourrir vos racines. Et en plus de ça, en hiver, vous êtes beaucoup plus serein. Parce que, comme c'est un substrat très aéré et très drainant, vous aurez moins de risque de pourriture aussi en hiver. Entre les écorces de pin et de coco qui vont créer des poches d'air, entre la vermiculite et la fibre de coco qui vont retenir l'eau mais après pouvoir facilement se libérer, la fibre de coco qui ne se compacte pas. Vous avez aussi, donc comme je vous ai dit, le charbon horticole qui va aussi vous prévenir des maladies et surtout en hiver des maladies fongiques. Autre chose, vous avez du sable. Alors le sable, pour le coup, je ne suis pas extrêmement convaincue. Parce que effectivement, comme il y a énormément d'autres éléments drainants, mais je me demande, c'est que si je retire le sable, est-ce que son substrat pour autant sera moins efficace? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en rajoute à chaque fois que je fais ce mélange-là, parce que j'ai un gros paquet de sable. Mais je pense que ce n'était pas forcément un élément indispensable. Après, je vous rappelle qu'effectivement, c'est son substrat. Il est là pour partager ses informations et ce qui marche de mieux chez lui. Mais en tout cas, déjà, moi, ce que je peux dire, c'est que tous ces éléments-là réunis sont super. Après, évidemment, ça fait quand même beaucoup de choses. Si vous voulez pas vous embêter, moi, c'est ce que j'ai fait, parce que c'est quand même beaucoup d'éléments à mélanger. Vous prenez une énorme boîte, vous mettez les éléments, vous mélangez le tout, vous exposez ça dans un endroit sec. Et après, une fois que vous avez besoin de ressortir la boîte pour faire un rempotage, hop, vous prenez directement, c'est déjà fait, pas besoin de se prendre la tête. Par contre, moi, c'est un substrat que je n'utiliserai pas pour mes grosses plantes. Alors que je m'explique. Mes grosses plantes, je pense principalement à ma Xanthosoma ou mon Nomalomena, c'est des plantes qui boivent beaucoup. Donc, si je leur donne un substrat comme ça, hyper drainant, je vais les arroser tous les jours. Mais vraiment, tous les jours.
Donc, il faut que vous voyez un peu sur quel type de plante vous pouvez mettre ce substrat-là et se dire que comme il est drainant, vous allez devoir arroser plus souvent. Du coup, le mot de la fin que je pourrais dire sur le substrat de Sydney Plant Guide, c'est que au final, ça quand même revient, c'est assez coûteux parce qu'il faut acheter tous les différents éléments dont je vous ai parlé. Mais c'est un substrat qui fonctionne très bien et qui n'a pas forcément besoin d'attention particulière pour faire en sorte que ces plantes se développent à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, moi à la maison, j'ai pu, en termes d'exposition, voilà, cette exposition sud. J'aurais quand même dû reculer un peu mes plantes parce qu'il y avait énormément de luminosité et elles n'ont pas forcément apprécié, surtout pour le Glorious. Essayez de faire en sorte que si vous mettez des tuteurs, que vos tuteurs soient toujours humides pour pouvoir essayer de mieux développer vos plantes. Mais pour le substrat en lui-même, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à redire, pardon. Il n'y a rien à redire, c'est top. On se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous parlerai évidemment de ces livres-là pour voir un peu qu'est-ce que conseillent les Australiens en termes d'humidité, de luminosité, pour le traitement des nuisibles et d'arrosage. Bye!